Bonjour, fin du programme effectivement, puisque normalement nous aurons terminé à l'issue de cette vidéo le programme de géologie. On va commencer par rappeler deux zones de fusion de péridotite. La première que l'on connaît donc c'est la dorsale, au fond des océans, où il y a mise en place du plancher océanique. Alors à cet endroit-là, il y a écartement de deux plaques, ce qui permet la remontée de péridotite de la sténosphère. Cette péridotite est chaude, elle garde cette température élevée malgré cette remontée, et du fait de la dépression, la diminution de pression, elle va entrer en fusion partielle. Le magma généré, alors on dit que c'est une fusion partielle à faible profondeur puisque on est en deçà des 100 km, bien en deçà. Le magma va remonter et former le plancher océanique avec le basalte, refroidissement rapide, et refroidissement lent, le gabbro. Ici, donc, on a une vision un peu plus lointaine, puisque là, on retrouve la dorsale. Et là, par contre, on va avoir une deuxième zone de fusion partielle de péridotite au niveau des zones de subduction. Apport d'eau, ici, par le plongement de la lithosphère océanique, sa subduction. En fait, cette croûte océanique avait été hydratée lors de son vieillissement, donc les nouveaux minéraux étaient hydratés. C'était un métamorphisme de basse température et avec de l'eau. Donc on a des minéraux hydratés ici dans cette croûte, et lorsque cette croûte océanique, en fait avec toute la lithosphère, entre en subduction, eh bien il va y avoir à nouveau déstabilisation des minéraux puisqu'ils vont subir une augmentation de pression, et à nouveau réaction métamorphique. Cette fois, il y aura libération d'eau. Lorsque cette eau est libérée et que la péridotite est suffisamment chaude, elle entre en fusion partielle. Cette fois, le magma généré va donner du granit et des laves avec des éruptions volcaniques très violentes. Donc des laves qui sont visqueuses, c'est de la rhyolite et de l'andésite. Contrairement au niveau des dorsales, les laves sont fluides. Alors, la problématique est simple. On a deux zones où il y a fusion partielle de péridotite. Au niveau des dorsales, une première zone. Au niveau des zones de subduction, deuxième zone. Il y a donc naissance d'un magma, mais dans les deux cas, le magma est très différent. Dans un cas, il est fluide, il s'écoule. Dans l'autre cas, il est visqueux, explosif. Et les roches qui sont générées sont complètement différentes. Au niveau des dorsales, on retrouve les roches de la croûte océanique. Au niveau des zones de subduction, en fait, on retrouve des roches de la croûte continentale. Alors au passage, quand un magma est visqueux, il s'écoule mal et il retient les gaz, d'où le côté explosif des éruptions au niveau des zones de subduction. Alors, comment expliquer la grande viscosité du magma? Première question. En fait, c'est dû à sa composition et essentiellement à son pourcentage de silice. On voit ici donc la température du magma, ici qui peut être variée, et la viscosité. Et on s'aperçoit que pour un magma qui contient 70% de silice, comme celui qui donne naissance à la rhyolite, eh bien la viscosité, quelle que soit la température en fait de ce magma, sa viscosité est toujours plus élevée que la viscosité des basaltes. La viscosité des magmas donnant lieu au basalte. Alors en plus, l'éruption qui donne lieu au basalte, elle se fait à plus haute température. En fait, le magma est plus chaud ici. Donc ce qui va renforcer la faible viscosité ici de ce magma. Donc ici, basalte pauvre en silice, chaud, il va être peu visqueux. Au contraire, au moment des éruptions au niveau des zones de subduction, le magma est à plus faible température, on est en dessous des 1000 degrés, et il a une composition très, très importante, un pourcentage important de silice, donc il va avoir une forte viscosité. Bilan, la viscosité d'une lave dépend de sa température, mais aussi de sa richesse en silice.
Donc plus ils sont riches en silice, plus les magmas seront visqueux. On reprend ici. Alors, au passage, donc, si le magma a une grande viscosité, eh bien, il va donner lieu à des éruptions explosives. La lame sera pulvérisée au moment de ces explosions, comme une partie du sommet du volcan, en fait, disparaît au moment de ces éruptions. Petit bilan, donc quand on a fusion partielle ici de péridotite, 2 cas de figure. Si on est dans une zone de subduction, le magma est riche en silice, il va être visqueux. Il donnera donc des granites, s'il refroidit lentement, ou des laves visqueuses avec explosion, andésite et rhyolite. Si on est au niveau d'une dorsale, le magma, toujours par fusion partielle de péridotite, va donner un magma pauvre en silice qui sera fluide. Si ce magma refroidit en profondeur, il donnera le gabbro, cristallisation lente. Si par contre il arrive près de la surface, il va donner une lave fluide et il va cristalliser sous forme de basalte. Alors au contact de l'eau, ça ne donne pas des coulées, ça donne des pilots-lava. Il y a un refroidissement qui fige la coulée. Comment expliquer donc que alors qu'on a la fusion partielle de péridotite dans les deux cas, on est dans un cas un magma plus riche en silice au niveau des zones de subduction, donc le magma est plus riche en silice qu'au niveau des dorsales. Alors, en fait, vous vous rappelez, on a vu qu'au niveau des zones de subduction, ce qui fait fondre la péridotite, c'est cet apport d'eau. Donc, ils ont fait des expériences en laboratoire avec de la péridotite à laquelle on rajoute de la vapeur d'eau. On obtient donc une péridotite hydratée. À ce moment-là, on voit ici, vous voyez, au bord des cristaux de péridotite, les bordures fondent. Ensuite, lorsque ça refroidit, on analyse ce qui a refroidi. Donc là, c'est du verre. Et en fait, quand on analyse ce verre, eh bien, il contient 57% de silice, soit l'équivalent donc d'une andésite, c'est-à-dire donc un magma riche en silice. Conclusion, en présence d'eau, la fusion partielle de la péridotite donne un magma plus riche en silice et plus visqueux. Alors, en refroidissant, eh bien, on a vu qu'on avait des roches très différentes. Granit dans un cas, gabbro dans l'autre, rhyolite dans un cas, basalte dans l'autre. En fait, le magma étant différent, évidemment, les minéraux qui vont se former seront différents. Magma riche en silice, on va avoir des minéraux riches en silice. Le pourcentage de silice de ces cristaux est plus important. Inversement, si le magma est pauvre en silice, eh bien, on aura d'autres types de minéraux qui se formeront. Évidemment, on aura d'autres types de roches. Ici, on a une autre explication sur la richesse en silice aussi. On l'avait vu pour des péridotites anhydres, c'est-à-dire pauvres en eau. Selon le pourcentage de fusion partielle, on peut avoir une richesse en silice différente. Plus le pourcentage de fusion partielle est important, et plus le magma sera riche en silice. Ça marche pour les péridotites anhydres ou les péridotites hydratées. Donc, en conclusion, selon les conditions, c'est-à-dire la présence ou non d'eau, le pourcentage de fusion partielle, eh bien, la péridotite ne donnera pas le même magma. Dans un cas, on va avoir un magma riche en silice, dans l'autre cas, on aura un magma pauvre en silice. Et ça donnera donc des roches complètement différentes. Ce scénario ici, on l'a au niveau des dorsales. Ce scénario ici, on l'a au niveau des zones de subduction. Donc, cette problématique étant résolue, on va pouvoir continuer au niveau des limites de plaque. On a déjà vu les limites de plaque en divergence. La limite de plaque en divergence, puisqu'il s'agit donc de la dorsale, avec formation de lithosphère océanique par accrétion océanique. Alors au passage, j'ai repris donc quelques documents pour vous rafraîchir les idées. Donc ça se passe au niveau de la dorsale. Ici, vous avez l'Islande, donc une île, qui est traversée par la dorsale. Mais la dorsale ne suffirait pas à expliquer cette île. Il y a un autre afflux de magma qui provient donc de péridotite fondue à très haute profondeur. En fait, c'est un point chaud. L'Islande est à la fois
traversée par la dorsale, donc il y a du magma qui arrive, qui fond à faible profondeur ici, mais il y a du magma qui arrive de la péridotite fondue à très haute profondeur, très grande profondeur, c'est le point chaud. Donc beaucoup de magma qui arrive au niveau de l'Islande. Ici, une autre zone dont je vais vous parler, c'est le triangle des Afars. C'est cette zone ici qui est vraiment très célèbre en géologie. Alors, vous voyez ici, c'est le rift de la plaque, enfin le rift de l'océan Indien, je vais y arriver. Donc la dorsale indienne qui se prolonge ici dans le golfe d'Aden et au niveau de la mer Rouge. Donc tout ça, c'est une dorsale, si vous voulez. Alors ici, évidemment, ça s'écarte de chaque côté, mais on voit que la mer Rouge, c'est un début d'océan, en fait. C'est pas très large. Ici, c'est encore moins large, le golfe d'Aden, ou à peine. Enfin, voilà. Donc on a toutes les caractéristiques d'une zone d'accrétion avec des structures en distension, formation de pilo-lava, etc. Et alors dans cette zone, eh bien, la géologie fait que ici, l'eau est bloquée. Ce qui fait qu'en fait, alors on le voit ici, on a le rift qui se prolonge, la dorsale qui se prolonge ici. Ici, on a un rift à ciel ouvert, c'est-à-dire que l'eau n'a pas recouvert le rift. Voilà ce que ça donne en photo. Donc en fait des failles distensives, des failles normales, avec parfois des zones d'effondrement, et puis tout ça, c'est du basalte. Alors il n'a pas une forme de pilo-lava puisqu'il n'a pas été en contact de l'eau. Mais c'est comme si on marche sur un rift ici océanique. Voilà pour les zones de divergence. Pour les zones de convergence, eh bien, il y en a de deux types. On a vu déjà un premier type. On a vu les zones, on a vu ce qui se passe au niveau de la cordillère des Andes, des îles Tonga et du Japon. Ce sont des zones de subduction. Alors, ces zones de subduction, il y en a une dernière dont je vais vous parler, c'est au niveau des Antilles, puisque, bon, territoire français. Une éruption très célèbre en 1902, ça c'est les documents de votre livre, qui a complètement rasé la ville de Saint-Pierre en quelques minutes. Une explosion ultra violente qui avait été précédée par plusieurs journées d'expulsion de cendres. Les gens ne se sont pas méfiés à l'époque, ils sont restés et malheureusement, donc quelques jours après, nuée ardente et le village a été rasé. Il n'y a eu qu'un seul survivant, le prisonnier du village, enfin de la petite ville. Depuis la montagne Pelée, enfin la voilà, il y a eu une autre... alors, pas aussi violente, mais disons qu'il y a eu un autre dôme qui s'est formé. Donc, en fait, c'est la lave visqueuse qui arrive et qui s'arrête et qui forme cette espèce de dôme en attendant le prochain afflux à nouveau de magma qui va faire exploser ce dôme. Voilà, au niveau d'une carte, ce que ça peut donner. Là, on devine les îles ici des Antilles. Alors, la Guadeloupe ici... Martinique, et puis la fosse océanique ici, donc la plaque atlantique converge vers la plaque Caraïbe. La plaque atlantique, plus vieille, plus dense et plus lourde, s'enfonce dans la scénosphère sous la plaque Caraïbe. On a donc en dessous le plan de Benioff, je ne refais pas le cours sur la subduction. Au passage, je voulais vous parler de ça. Donc, c'est le prisme d'accrétion. On avait peut-être parlé un peu en cours. En fait, il y a une île célèbre qui, vous voyez, elle est en avant des autres. Elle est entre la fosse et l'arc volcanique, l'arc d'îles volcaniques que forment les autres îles. Voilà la Barbade, c'est une île relativement connue. En fait, c'est une île qui est constituée de sédiments. On voit, c'est des calcaires plissés. En fait, toute la zone ici, je reprends, donc en bleu c'est la plaque, la croûte océanique de la lithosphère océanique atlantique qui s'enfonce. Ici en vert on a la croûte océanique de l'autre plaque, de la plaque Caraïbe. Donc là on devrait avoir une fosse. Mais en réalité cette fosse elle est remplie de sédiments. Et il y en a tellement que ça finit par dépasser et former l'île de la Barbade. Voilà pour la première zone type convergente, donc les zones de subduction.